Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médiane TV dans On se dit tout. Alors chaque fin de semaine, je reçois pour vous une équipe de professionnels pour échanger, débattre autour de thématiques qui nous concernent directement. Alors nous parlerons famille, enfants, éducation, couple, amour, santé et boulot. Bref, On se dit tout, c'est un petit peu le décryptage de notre quotidien pour un quotidien justement beaucoup plus agréable et pour vous apporter des solutions. Sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, parce que le sommeil c'est la santé, puisque les troubles du sommeil sont une plainte fréquente, nous nous intéressons ce matin à la qualité de vos nuits. Je fais des insomnies. Pourquoi? On en parle tout de suite avec nos spécialistes. Docteur Fouzia Kaderi, présidente de la Société marocaine de médecine du sommeil, également chef du service ORL à l'hôpital Mohamed V à Casablanca. Docteur Soundous Saddeqi, médecin spécialiste en psychiatrie et addictologue à Casablanca. Et Madame Jawan Khadija, naturopathe, phyto-aromathérapeute, nutritionniste et hypnothérapeute à Marrakech. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Pour commencer, un tour de table. C'est très important de sonder un petit peu la situation selon vos spécialités, selon votre pratique à chacune. L'insomnie, est-ce que c'est un motif fréquent et régulier de consultation? Madame Fouzia Kaderi. Alors l'insomnie, oui, certainement, parce que c'est une pathologie qui quand même est assez fréquente, comme vous l'avez dit. Elle touche à peu près 30% de la population générale, et ces chiffres concernent à peu près tous les pays. Mais très souvent, le patient, quand il n'a pas des retentissements assez importants pendant la journée, ou même quand ils sont là, a un petit peu peur parce qu'il ne sait pas à qui s'adresser. Il a peur d'aller voir le psychiatre, il a un peu peur de... Donc, alors le psychiatre est à côté justement, elle est là. Pardon, mais par contre, quand on arrive à cette insomnie sévère qui représente 9% des insomnies, eh ben, je pense que le retentissement est tellement important que là, le patient est vraiment obligé de consulter pour savoir ce qui se passe. Donc peut-être, docteur Fouzia Kaderi, deux chiffres à retenir. 30%, c'est l'insomnie chronique sur la population générale. Et 9%, c'est la sévère, qui a des retentissements sociaux et professionnels assez importants. D'accord. Donc vous, on vient vous voir pour les 9%. Généralement, oui. Pour les 9%. Docteur Saddeqi? Alors, en consultation en psychiatrie, nous recevons beaucoup de patients qui présentent des symptômes d'insomnie. Plus que 50% de nos patients se plaignent d'insomnie. Ils viennent pour une insomnie, c'est-à-dire un trouble du sommeil tout au long de la nuit, un réveil précoce le matin avec une fatigabilité pendant la journée. Et là, ils viennent pour un symptôme. Et là, c'est le rôle du psychiatre pour poser des questions, faire passer des questionnaires pour établir un diagnostic. Donc on vient vous voir pour le symptôme insomnie. On vient se plaindre fréquemment. Donc finalement, docteur Kaderi disait, les gens ont parfois peur de consulter le psychiatre pour les troubles du sommeil. Vous vous dites qu'on vient vous voir fréquemment pour des... Alors ces dernières années, ça commence à changer. La notion d'aller chez un psychiatre n'est plus un tabou. Actuellement, on a le psychiatre de la famille, on consulte chez un psychiatre et on peut le dire, on peut le verbaliser sans en avoir honte. Entre guillemets. On va revenir sur tout ça. Madame Jawan Khadija, vous êtes naturopathe, vous êtes nutritionniste, vous êtes hypnothérapeute. Est-ce qu'on vient vous voir, vous, également, pour des problèmes de sommeil? Est-ce qu'on vient vous dire, on a besoin d'aide, on ne dort pas bien? Oui, je reçois donc à Marrakech et je reçois assez de personnes qui viennent pour l'insomnie et qui ne veulent pas justement prendre de somnifères ou qui voudraient une alternative à cette approche de somnifères. Il y a aussi les personnes qui sont déjà sous somnifères et il y a des troubles de sommeil que je détecte, moi, en posant des questions, parce que bon, ma façon de travailler, c'est d'abord un questionnaire pour rechercher tous les symptômes. Et là, je détecte aussi un manque de sommeil. Et comme vous avez dit, souvent, il y a des personnes qui ne le prennent pas
comme premier motif de consultation. Ça, je l'avais dit en off parce qu'on discutait justement, absolument. Oui. Je vous posais cette question, est-ce qu'on valorise le sommeil? On connaît l'impact d'une mauvaise nuit sur l'humeur, sur les capacités au quotidien, mais est-ce qu'on valorise sur le long terme l'impact d'un mauvais sommeil sur la santé? Pour moi, pas beaucoup. Pas beaucoup, et il y a certaines personnes qui font de l'automédication que je renvoie vers le psychiatre et je dis qu'il n'est pas de mon ressort d'enlever un somnifère. Alors, on va malheureusement, justement, en mettant le point sur cette notion. Sur le somnifère, vous voulez dire? Oui. On va revenir sur ça au cours de l'émission, on ne brûle pas les étapes. On va démystifier justement le somnifère, avec vous, on va démystifier également le rôle du psychiatre. Mais d'abord, peut-être qu'on devrait essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil. Docteur Fouzia Kaderi, quand on pose la tête sur l'oreiller, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à ce sommeil, entre guillemets, réparateur? Comment ça fonctionne? La question est très importante et effectivement, on a besoin de comprendre d'abord ce que c'est que le sommeil. Le sommeil n'est pas un luxe. Le sommeil est un état physiologique actif. On n'est pas dans un état passif, on est dans un état actif. Pour le corps? Pour le corps et le cerveau, les deux. Alors, pendant le sommeil, le corps travaille, le cerveau travaille. Mais comment on fait pour passer de cette étape d'éveil vers l'étape de sommeil? Eh bien, il y a le rôle d'une hormone qui s'appelle l'hormone mélatonine, qui est l'hormone du sommeil qui va intervenir. Dès que notre corps est imprégné de cette mélatonine, eh bien, le sommeil est induit. Et il y a également un deuxième contrôle du sommeil, qui est le contrôle homéostatique, c'est-à-dire la fatigue qui vient tellement importante que la personne, effectivement, elle peut tomber dans l'état de sommeil. Alors, les réseaux neuronaux, maintenant, nous les connaissons parce que la neuroscience s'est énormément développée par rapport à ça. Eh ben, le sommeil, il a des réseaux neuronaux exécutifs pour induire le sommeil. Alors, on va simplifier tout ça, docteur Fouzia Kaderi. C'est juste pour vous dire Absolument. Que le sommeil, c'est vraiment un état actif. D'accord. Ça veut dire quoi? Quand on pose la tête sur l'oreiller, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive au rêve? Comment on arrive à se détendre? Comment on arrive à se relaxer? Maintenant, on le sait. Maintenant, on sait que nous avons plusieurs cycles de sommeil dans un déroulé de la nuit. Il y a 4 à 6 cycles de sommeil de à peu près 1h30 par cycle de sommeil. Et que chaque cycle est constitué de plusieurs étapes. Une première étape qui est l'endormissement, qui vient, comme je vous ai dit, avec l'imprégnation de la mélatonine, avec bien sûr la relaxation, avec l'heure du sommeil. Cette heure d'induction est organisée par notre horloge biologique. La première? Oui. La première, la toute première, pour démarrer le premier cycle. Exactement. Elle est organisée par notre horloge biologique et on reviendra, quand on parlera de l'hygiène du sommeil, sur l'importance de respecter justement cette induction et l'ordre que nous donne notre horloge biologique. Alors ensuite intervient un deuxième stade qui est le stade de sommeil lent léger. Puis un sommeil lent profond qui, lui, vraiment est extrêmement important par rapport à tout ce qui est récupération, repos de notre organisme. Et ce que nous savons actuellement, c'est qu'il y a également, pendant cette période-là, une restauration et une réparation de tous les organes qui, pendant la journée, ont été abîmés. Cette notion, elle est nouvelle, c'est-à-dire que le sommeil, non seulement réparateur, récupérateur, mais en plus il est réparateur et il peut amener l'organisme à pouvoir guérir de certaines choses. Alors, et puis il y a le sommeil. Rappeler justement votre spécialité. Vous êtes président de la Société marocaine de médecine de sommeil. Donc la médecine du sommeil, c'est vraiment votre spécialité à vous. C'est pour ça que vous nous en parlez. Et je rappelle juste pourquoi on vous reçoit justement avec différentes spécialités. C'est parce qu'il y a différentes causes à l'insomnie et différentes prises en charge. Et dans un esprit holistique, on a un partage d'idées selon vos spécialités. Mais le problème de l'insomnie, par exemple, il s'installe à quel niveau au niveau de la chaîne du sommeil? Alors, on l'avait rappelé tout à l'heure, on dit ça peut être au moment de l'induction. Qu'est-ce qui fait que l'induction du sommeil ne se fait pas? Ça peut être au milieu de la nuit. Parce que on sait que maintenant qu'après chaque cycle de sommeil, on a dit il y en a 4 ou 6, mais après chaque cycle de sommeil, il y a un réveil physiologique, mais qui est inconscient.
Maintenant, quand il y a l'intrusion de quelque chose, ça peut être une rumination, une idée psychologique, une douleur émotionnelle ou une douleur physique, eh ben, alors à ce moment-là, on peut être réveillé et le réveil devient conscient et il nous est difficile de nous rendormir. Ou bien alors, ça peut être en fin de soirée, en fin de nuit, avec un réveil précoce, un réveil qui ne se fait pas au moment voulu. Et ça peut être aussi d'autres pathologies. Ça peut être aussi des maladies. Ça peut être bien sûr des maladies. Mais parmi toutes ces définitions, il faut également rappeler qu'on parle d'insomnie, que dans la définition de l'insomnie, il y a également des nuits qui ne sont pas réparateurs. Le patient, il te dit, j'ai dormi toute la nuit, mais je me suis réveillé en ayant l'impression de n'avoir rien dormi. Alors, on va passer en revue les différentes causes. Donc, ça peut être des causes organiques. On va revenir avec vous, docteur Khadadeh, sur les maladies. Ça peut être des causes psychologiques. On va en parler avec vous, docteur Seddeqi. Et ça peut être des causes aussi au niveau de l'hygiène de vie. Par rapport à notre alimentation aussi. Et ça, c'est avec vous, madame Jawan Khadija. Justement, est-ce qu'on va dire c'est les causes les plus communes? Oui. Pour moi, dans mon approche, je vois que ce sont les causes les plus communes. Un dîner. Oui. Le dîner, s'il n'est pas léger, et quand on dit léger, c'est léger au niveau de la digestibilité. Beaucoup de personnes pensent qu'un tagine de légumes est lourd et font des gratins avec des combinaisons alimentaires inimaginables. Et là, c'est une indigestion qui perturbe le sommeil et qui peut même aller jusqu'à donner des cauchemars. Absolument. Donc, quand on règle l'alimentation du soir, ou par exemple, quand on est les gens qui sont un peu avec une addiction au café, au thé, même dans la journée, ça perturbe le sommeil. Donc, déjà, je commence par une correction alimentaire. Et quand je dis correction alimentaire, ce n'est pas les régimes. D'accord. Donc, ça, c'est à éviter. Oui. Ça, oui. C'est conçu souvent comme un dîner. Pourquoi? Oui. Parce que c'est facile. Oui. C'est des sucres lents, oui. Entre guillemets. Donc pour vous, c'est à éviter. Oui, c'est à éviter parce qu'il y a trop de mauvaises combinaisons alimentaires. De la viande le soir, c'est indigeste. Préférez le poisson, par exemple, c'est beaucoup plus léger à la digestion. On va revenir au conseil en fin d'émission, mais voilà. Mais il n'y a pas que ces raisons. Mais je commence toujours par déblayer le terrain. D'accord. Comment ça fonctionne justement dans votre pratique? C'est quoi? C'est un interrogatoire basé sur un questionnaire. C'est plus gentil qu'un interrogatoire. Oui. Sur le quotidien, sur ce qu'on appelle une anamnèse. D'accord. Je reçois une personne pour la première fois. Je dois connaître son hygiène de vie dans son contexte, parce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent être géobiologiques, énergétiques. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui dort sur un lit en fer forgé et qui a juste sa lampe de chevet, qui reste, il y a la partie fil qui donne des ondes électromagnétiques, son cerveau, toute la nuit, il baigne dans ce champ. Si derrière elle, il y a la cuisine, même si elle n'entend pas et qu'il y a le frigo, il y a un champ électromagnétique qui perturbe son sommeil. Des fois, il suffit de changer les dispositions du lit, il suffit de changer le lit même, parce que le fer forgé, c'est même au niveau de la physique, même au niveau de la physique, le bois n'est pas conducteur. Et le fer, oui. Donc, des fois, il y a certaines choses à remettre en ordre et la personne dort mieux avant de voir s'il y a un réel problème au niveau organique. D'accord. Docteur Seddeqi, est-ce que c'est des éléments, justement, qui vous intéressent aussi dans la prise en charge de l'insomnie? Comme disait Madame Jawan, le mobilier, est-ce qui vous importe? Le mobilier, non, mais lors de l'entretien avec nos patients, bien sûr, on essaye de détailler l'hygiène de vie de ces patients. Pourquoi cette personne, elle consulte pour une insomnie? Les événements de vie récents, un stress dans son travail peut donner une insomnie qui est passagère, qui n'est pas chronique, qui peut disparaître sans avoir recours au traitement au bout d'un certain moment. Un décès dans la famille, un problème au travail, ou carrément une petite douleur, une gêne, ça peut donner une insomnie. Mais quand vous dites, pardon, une insomnie passagère, ça veut dire que les gens viennent consulter même pour une insomnie passagère? Qu'est-ce que vous considérez, vous, en tant que psychiatre, comme insomnie passagère? Alors, une insomnie passagère, c'est une insomnie qui peut être due à un décès dans la famille, à un stress. Une personne qui est hyper stressée dans son travail peut présenter une insomnie. Mais en termes de temps?
ça peut durer quelques jours par semaine. À raison de 3 fois par semaine, cette personne rapporte des troubles du sommeil. Ça peut ne pas être au courant de toute la nuit, ou bien un réveil matinal, ou bien un endormissement, la phase de latence du sommeil qui est un petit peu prolongée. Et là, on conseille beaucoup plus les patients avec une bonne hygiène de vie. Et par contre, si le symptôme d'insomnie rentre dans le cadre d'une maladie, là, c'est une autre prise en charge qui s'établit, bien sûr, avec un bon entretien et un bon screening du patient. On établit un bon diagnostic. Mais en général, les gens qui consultent pour des insomnies, ils passent d'abord par le généraliste. D'accord. Ils passent par le généraliste. Et là, c'est là le conseil qui peut être donné, c'est faire un bon entretien, une bonne anamnèse pour poser le bon diagnostic, pour pouvoir faire une bonne orientation. On va en parler, voir qui consulter. Soit chez l'ORL, voilà. soit chez le cardio, mais face aux aux différentes prises en charge, face aux différentes problématiques, aux différentes raisons à l'insomnie, qui consulter. On va en parler dans un moment. Donc, si on doit retenir jusque-là, Madame Jaouane, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, c'est le mobilier, la structure même de sa chambre à coucher. Ça, entre autres. Entre autres. Mais comme a dit Docteur Sadeghi, il peut y avoir aussi un gros stress ou un stress continu ou un événement douloureux. Et là, c'est une prise en charge en hypnose. Ce n'est pas, mais on commence par l'alimentation. C'est faire le deuil, c'est faire le pardon, c'est gestion de stress, c'est relaxation, c'est donc toutes ces approches qui sont après l'alimentation. D'accord. Je voudrais revenir sur un point. Pourquoi on dort déjà? Pourquoi on dort? Alors pendant le sommeil, il y a c'est un sommeil réparateur et récupérateur par rapport à certaines fonctions qui ont été puisées pendant la journée. Et au cours du sommeil, il y a une libération de certaines hormones, de certains neuromédiateurs. Ce sont des neuromédiateurs qui sont libérés au niveau du cerveau et qui sont très très importants pour notre humeur, par exemple la sérotonine, la noradrénaline. On va en parler par rapport au risque de ne pas se faire aider. Donc, on ne brûle pas un petit peu les étapes, si vous le permettez, mais on va revenir peut-être aux causes organiques. Juste compléter un peu l'hygiène du sommeil, parce que ce qui est important aussi, c'est que dans l'hygiène du sommeil, il y a tous les troubles comportementaux de la personne. Si une personne recule son heure de sommeil, elle risque de déboussoler son horloge biologique et à se retrouver effectivement dans une insomnie. Alors, il y a des personnes également qui retardent leur heure de sommeil en regardant la télévision ou en prenant... Ça, c'est les erreurs qu'on commet. Exactement, mais ce sont des comportements à éviter aussi et qui interviennent dans l'hygiène du sommeil. Il est extrêmement important aussi de comprendre que nous avons chacun un profil biologique du sommeil. Chacun a ses heures à laquelle il doit dormir et ses heures auxquelles il doit se réveiller. Et ces heures-là, elles sont dictées par notre horloge biologique. Et nous devons les respecter. Nous devons faire de notre sommeil un ami et respecter d'abord ce qu'il nous demande à nous de faire. Quelqu'un qui retarde son heure de sommeil, c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans une insomnie, par exemple. Parfait. On a une image du cycle du sommeil. On l'explique et on revient sur les causes organiques également, parce que c'est un petit peu votre spécialité également, Dr Kaderi. Le cycle du sommeil, donc l'endormissement, ça c'est l'induction. Oui, c'est bien ça. Ensuite, c'est le sommeil lent et léger. Il se passe combien de temps entre... Alors, tout le cycle, comme je vous ai dit, dure à peu près 90 minutes, c'est-à-dire 1h30 en moyenne, tout le cycle. D'accord. Avec, par exemple, pour le sommeil lent profond, un temps de 25%. Pour le sommeil paradoxal, un temps de 25% des 1h30. Et pour le sommeil léger lent avec le temps d'induction, il faut compter à peu près 50%. Donc ça, c'est à peu près la moyenne du temps que doit prendre tout ce cycle de sommeil. Mais ce qui est important à savoir quand on parle des causes organiques, c'est que, comme je vous ai dit, au moment où on termine un cycle, il y a un réveil qui se fait pour passer à l'autre cycle. Ce réveil n'est pas conscient. Donc, si jamais il y a l'intrusion d'une douleur, qu'elle soit émotionnelle, physique, et quand je dis physique, ça peut être en même temps
un reflux gastro-œsophagien, ça peut être de l'asthme, ça peut être une douleur rhumatismale. Tout ça peut intervenir et la personne, au lieu que qu'on passe rapidement d'un cycle à un autre, eh ben, on va se retrouver éveillé, en bonne et due forme, et on va devoir attendre que l'autre cycle arrive pour pouvoir s'endormir. Mais il y a des maladies qui empêchent de bien dormir. Oui, il y a des maladies, comme je vous ai dit, le reflux gastro-œsophagien, il y a l'asthme qui empêche aussi de dormir. L'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, il n'empêche pas de dormir. D'accord. Mais c'est quoi? C'est un sommeil qui n'est pas réparateur? C'est On un est sommeil qui n'est fatigué. pas du tout. C'est un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Le sommeil est fragmenté parce que c'est une complication d'un ronflement important chronique qui s'est vu sur plusieurs années. Et donc on le ressent, on sent ces réveils, ces fragmentations? Non, pas du tout. C'est ça le drame de cette pathologie. Alors on a un sommeil, on a un ronflement chronique qui s'installe jusqu'au point d'entraîner un collapsus, c'est-à-dire une fermeture des voies aériennes avec un arrêt respiratoire. Donc imaginez qu'à un moment donné, on arrête de respirer. On arrête de respirer. Absolument. Donc le cerveau n'est pas oxygéné, il se réveille tout de suite, il met en alerte l'organisme se réveille, on reprend sa respiration, mais le patient n'est pas conscient. Okay. Alors le retentissement est grave parce que pendant la journée, il est irritable, il a des troubles de la mémoire, il est somnolent parce qu'il n'a pratiquement pas dormi. Et des fois, il y a un grand taux d'accidents. Par exemple, on est en train de travailler là-dessus chez les chauffeurs professionnels. Et il y a beaucoup de conséquences. Mais c'est une pathologie qu'on ne relève pas rapidement, sauf quand Absolument. on voit les gros obèses, et là on pose la question, quand on voit par exemple des hypertendus et qui ne répondent pas au traitement, on leur pose la question. Vous creusez. Et là on creuse Parfait. effectivement. Docteur Seddeqi, de par votre pratique, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous avez énuméré différentes raisons ou différentes causes à l'insomnie, au mauvais sommeil? Vous avez parlé de problèmes, de deuil. Dans la conscience collective, en fait, on accepte de mal dormir pendant cette période. Parce qu'on se dit, c'est normal de mal dormir, je vais pas bien. J'ai des problèmes au travail, j'ai perdu quelqu'un, je me sens pas bien, j'ai pas le moral, donc c'est normal de mal dormir. Pour vous, en tant que psychiatre, est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore accepter de mal dormir? Alors, certaines catégories de personnes acceptent le fait de mal dormir. Parce qu'il y a, peut-être que c'est des gens qui ne travaillent pas le lendemain, ils ne ressentent pas le besoin d'être efficaces dans ce qu'ils font. Par contre, d'autres personnes qui présentent des symptômes d'insomnie, qui rentrent dans le cadre de maladies assez lourdes et psychiatriques en bonne et due forme, telles que la dépression, les troubles de l'humeur en général, l'insomnie du trouble bipolaire en phase de manie, ou bien l'insomnie dans le cadre d'une schizophrénie. Là, c'est différent. C'est la personne, elle ne ressent pas le besoin. Oui. Par contre, la famille pousse les patients à consulter. Mais dans le cas de la dépression, ça se sent et ça se voit. La personne, elle n'est plus efficace dans son travail et elle est plus sociable parce qu'il y a d'autres symptômes associés. Et là, elle consulte parce que ça la dérange. Si vous permettez, si on peut revenir sur la question précisément, c'est-à-dire quand on a un deuil, quand on perd quelqu'un, quand on a des problèmes, on passe de mauvaises nuits. Et le lendemain, on sait pourquoi on a passé une mauvaise nuit, on sait pourquoi on a dormi pendant une période. Est-ce qu'il faut l'accepter et faire avec et attendre que ça passe, ou il faut aller se faire prendre en charge par un psychiatre notamment, parce qu'on sait qu'on a mal dormi, parce qu'on a perdu quelqu'un de la famille, parce qu'on a des problèmes au travail, parce qu'on a des problèmes financiers, parce qu'on a des problèmes de santé. Est-ce qu'il faut laisser passer ou il faut venir consulter? Non, bien sûr qu'il ne faut pas laisser passer parce que ça a des conséquences parce qu'on minimise, assez néfastes justement sur la personne, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale, sur sa vie professionnelle. Donc il est préférable de consulter. Ce que je préconise essentiellement, c'est consulter d'abord un généraliste. D'accord. Qui pourra poser le diagnostic, soit c'est une insomnie primaire et secondaire à un stress et qui est passagère, ou bien c'est une insomnie installée et qui rentre dans le cadre d'une maladie psychiatrique, d'un trouble mental qui est installé, qui nécessite une prise en charge. Très bien. Pardon, oui. Je peux juste, en tant que somnologue, compléter par rapport à l'insomnie aiguë, comme vous dites, en cas de stress aigu, en cas de deuil, etc. Absolument. Alors, en tant que somnologue, je dirais que c'est vraiment l'urgence thérapeutique. Et c'est peut-être les seuls cas où nous sommes amenés à donner des hypnotiques pour la seule et unique raison que très souvent ces gens-là vont basculer vers une insomnie, ce qu'on appelle
psychophysiologique, c'est-à-dire un cercle vicieux qui fait que la personne rentre dans des idées négatives par rapport à son sommeil. Et elle se dit, je n'arriverai, ça y est, c'est terminé, je ne pourrai plus retrouver mon sommeil, je vais encore passer une nuit blanche. Alors pour éviter le passage de cette insomnie aiguë à l'insomnie psychophysiologique, qui est beaucoup plus lourde à traiter, on est amené à donner dans ces cas-là des hypnotiques pour vite relever la personne. On va marquer une courte pause et on revient pour la suite avec vous, mesdames. À tout de suite. Merci. Et on se retrouve tout de suite pour notre deuxième partie d'On se dit tout. Ce matin, on parle de l'insomnie. Je dors mal, pourquoi? Eh bien, avec nous, pour en discuter, Dr Fouzia Kaderi, présidente de la Société marocaine de médecine du sommeil, chef du service ORL à l'hôpital Mohamed V à Casablanca. Dr Soundos Sadeghi, médecin spécialiste en psychiatrie et addictologue à Casablanca. Et Madame Jawan Khadija, naturopathe, phyto-aromathérapeute, nutritionniste et hypnothérapeute à Marrakech. Mesdames, merci d'être là. On continue la discussion. On va revenir sur les causes qui concernent l'hygiène de vie. Madame Jawan Khadija, je sais que vous êtes restée un petit peu sur votre faim. On a parlé du dîner, on a parlé du mobilier, mais ce n'est pas tout pour vous. Oui, ce n'est pas tout pour moi parce qu'il y a aussi les causes de vécu, les déceptions, les décès aussi, les causes. Ça rejoint Dr ça aussi. Et il y a aussi un état de lieu, c'est par rapport aux étudiants qui reculent les horaires de sommeil et qui, pour arriver à tenir le maximum de temps éveillés pour apprendre ou pour réviser, prennent des boissons excitantes ou des boissons énergétisantes. Là, ça leur fait de longues nuits de sommeil pour passer des heures endormies dans la journée et c'est tout le cycle de sommeil qui est perturbé. Donc dans ces cas-là aussi, bon, un petit conseil, c'est que les bacheliers... Un petit conseil rapide, comme ça on laisse les conseils pour la fin. C'est que le matin, de très bonne heure, où le cerveau capte le maximum d'informations et non pas en fin de journée. Donc ça demande plus de temps, plus de stress pour mémoriser moins. C'est un conseil en or, surtout que c'est le début de l'année. Oui. Docteur Sadeghi, oui. Dans le même sens, chez les jeunes, c'est l'abus de substances, la prise de cannabis, la prise d'alcool aussi. Vous êtes addictologue, donc vous voyez ça justement. On voit ça, les jeunes se plaignent d'insomnie, mais qui est due à la prise à un mésusage ou à une consommation abusive de certaines substances telles que le cannabis ou d'autres drogues. D'accord. Et en plus, il y a les jeux online, les jeux vidéo, c'est des addictions, ça donne carrément des addictions, c'est des jeunes qui sont tout le temps en face de leur tablette, en face de l'ordinateur ou de leur téléphone et ils peuvent passer des heures et ça peut prendre sur la nuit et sur leur sommeil, sur leur qualité et même sur le nombre d'heures. Absolument. Mais par rapport à ce que vous dites, et là où on est peut-être tous concernés, jeunes, moins jeunes, c'est cette fameuse lumière bleue qui émane de ces fameux écrans d'aujourd'hui, que ce soit les téléphones, les tablettes, et cette lumière bleue qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui est faite pour nous garder éveillés. Donc, l'induction du sommeil... Tout à fait. Ça excite le cerveau. Et même le rythme biologique de la personne, il est déréglé parce qu'une lumière en face de nos yeux, en face de notre rétine, ça dit au cerveau qu'il y a toujours de la lumière. La mélatonine n'a pas besoin d'être sécrétée. Donc, notre cerveau pense qu'on est encore en plein jour. Oui. D'accord, parfait. Alors, on avait fait dans ce sens-là une étude à Casablanca chez les jeunes de 12 à 20 ans et on s'était rendu compte que 70%, d'après le questionnaire, 70% de ces enfants avaient au moins 2 appareils électroniques dans leur chambre. D'accord. Ce qui est vraiment énorme. Et il y avait 6% qui n'avaient absolument rien du tout dans leur chambre. Et parmi les appareils électroniques, comme vous avez dit, il y a ça, mais il y a aussi la télévision qui libère cette lumière bleue. Absolument. Alors, on va en parler pour les conseils, j'imagine, tout à l'heure. Cette lumière bleue, on va bien l'attaquer ce matin. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Sadeghi, vous avez dit le rôle du généraliste est très important. Parce que face aux différentes raisons,
aux différentes causes, à l'insomnie, au mauvais sommeil, on ne sait pas qui consulter. Est-ce qu'on se dit, on consulte un psychiatre, on consulte un spécialiste du sommeil, mais c'est une spécialité qui est relativement récente. Les unités de sommeil sont très rares au Maroc. Il y en a à l'hôpital Hassan II de Fès. On consulte un naturopathe. Pour vous, qui devrait être le premier élément de la chaîne? Alors pour moi, le premier élément, c'est le généraliste. C'est le médecin généraliste qui va pouvoir poser le diagnostic et faire une bonne orientation, soit chez le cardiologue, soit chez le psychiatre. Pourquoi cardiologue? Parce que parmi les causes d'insomnie, il y a des problèmes cardiovasculaires. Parmi d'autres problèmes organiques, il n'y a pas que le cardiologue. Il y a l'endocrino aussi. Un diabète peut donner des insomnies. Il y a d'autres maladies organiques. Mais est-ce qu'on a peu de médecins du sommeil au Maroc? Je crois qu'il y en a peu. C'est Madame Kaderi qui peut répondre à cette question. Parce que justement, si face à des problèmes de sommeil, il faut orienter vers une autre spécialité, pourquoi on n'oriente pas directement vers le médecin du sommeil? Je crois parce que c'est une sous-spécialité qui vient d'être intégrée dans le cursus je vous laisse expliquer, Dr Kaderi. Effectivement, c'est toute la science concernant le sommeil, les pathologies du sommeil sont tout à fait récentes et nouvelles. Donc, il existe, comme vous dites, un centre à Fès, il existe un centre à Rabat, à l'hôpital militaire, il existe quelques unités à Casablanca, hospitalières et dans le privé. Absolument. Donc, on commence à faire des enregistrements actuellement au Maroc. On a un DU à Fès, par exemple, qui forme des gens, mais tout cela n'est vraiment pas suffisant. Alors, comme l'a si bien dit notre consoeur, c'est le médecin généraliste qui devrait, dans un premier temps, pouvoir diriger le diagnostic. Et ce médecin généraliste, nous faisons tout pour essayer de le former dans ce sens-là, pour lui apporter le maximum Quand vous dites nous, c'est la société marocaine? Je parle de la société marocaine, bien sûr. Absolument. Alors, des maladies du sommeil. À travers des tables rondes, à travers des formations, des ateliers, à travers des congrès annuels, à travers des articles qui sont publiés dans les différentes revues marocaines, à travers des livres qu'on a publiés également et qu'on distribue des fois même gratuitement lors des congrès. Donc, pour sensibiliser et essayer d'expliquer que il y a les insomnies, comme vous dites, organiques, les insomnies d'origine psychiatrique, etc., mais qu'il y a des maladies qui sont propres au sommeil. Vous avez parlé tout à l'heure du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais il y a aussi le syndrome de jambes sans repos, il y a les mouvements périodiques de jambes, il y a les troubles de l'horloge biologique. Voilà, c'est tellement vaste. Voilà, donc c'est vraiment vers qui aller. C'est une spécialité à part entière et nous avons besoin de spécialistes. D'accord. Et donc pour vous, aller consulter un généraliste, c'est l'élément principal. C'est la clé. C'est la clé. Après, bon, bien sûr, après l'orientation, si le patient vient chez nous, la peur de nos patients, c'est la prescription médicamenteuse. Est-ce que c'est automatique? Alors là, non, ce n'est pas automatique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un trouble anxieux, un trouble d'anxiété généralisée, c'est une personne qui a peur pour ses enfants, qui a peur pour son conjoint, qui a peur pour ses parents, qui est tout le temps en peur, en anxiété. Elle dort pas bien. Elle nécessite une prise en charge psychothérapique, une thérapie cognitivo-comportementale. On n'a pas recours immédiatement aux anxiolytiques ou aux somnifères. D'accord. D'accord. Donc ça peut se régler juste avec une psychothérapie. Par contre, dans une dépression... Mais il faut du temps quand même. Il faut du temps, c'est sur plusieurs séances. Voilà, vous ne proposez pas une solution rapide à la personne. C'est une solution adéquate à la pathologie. Par contre, une dépression nécessite un traitement médicamenteux, des antidépresseurs. Les gens n'ont pas à avoir peur des antidépresseurs. C'est des médicaments qui permettent une amélioration de la personne et une bonne hygiène de vie de la personne, une qualité de sa vie, une qualité du sommeil, une qualité de vie une efficacité dans son travail, une qualité de vie dans sa famille. Mais docteur Sedré, beaucoup de personnes nous disent je suis allée consulter, on m'a prescrit des somnifères, je dormais bien, et puis quand j'ai arrêté les somnifères, rebelote, ça reprend. Le problème qui se pose, c'est qu'en général, on prescrit des antidépresseurs et, s'il y a besoin, on rajoute des anxiolytiques. Et là, c'est le rôle du médecin, c'est d'expliquer et de bien expliquer l'ordonnance sur les anxiolytiques. L'antidépresseur, c'est le traitement clé. C'est lui qui traite la maladie. L'anxiolytique, il ne fait que activer au début.
mais c'est un traitement qui va être pris à court terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser un mois. Le somnifère, c'est uniquement pour le sommeil. Le somnifère, c'est au sommeil, mais il n'est pas prescrit automatiquement parce que ça donne beaucoup de dépendance et c'est une dépendance qui est assez grave et qui est difficile à traiter et à gérer. Donc là, vous faites peur quand même aux téléspectateurs. Je ne fais pas peur, je ne veux pas leur faire peur. Oui. Par contre, je veux leur expliquer que si jamais il y a prescription de somnifères ou d'anxiolytiques, il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas prendre que l'anxiolytique et laisser l'antidépresseur. C'est lui le traitement clé de la maladie. Et l'anxiolytique, bien sûr, le médecin, il explique qu'il doit être pris à des doses précises, avec une dégression progressive qui a été expliquée aux patients et qu'au bout de 3 semaines, maximum 1 mois, on arrête l'anxiolytique ou le somnifère et on garde l'antidépresseur quand il y a besoin, bien sûr. Mais on ne peut pas prescrire uniquement un somnifère. Si on a recours à uniquement des somnifères, par exemple dans les décès, quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil, il a besoin d'une prise en charge psychothérapique aidé par des somnifères qui sont prescrits à courte durée. Bien sûr, il ne faut pas dépasser parce que sinon, ça donne des dépendances. Et là, ça rentre dans un autre trouble. Absolument. Docteur Fouzia Kaderi, dans votre prise en charge à vous en tant que spécialiste du sommeil, vous traitez les pathologies du sommeil, mais l'insomnie, alors, c'est un symptôme. Alors, vous la traitez par les somnifères ? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand c'est une insomnie aiguë, pour éviter qu'elle ne passe à la phase chronique et éviter de rentrer dans une insomnie psychophysiologique, vaut mieux prescrire sur une courte durée, une courte période, des somnifères. D'accord. C'est vraiment, c'est extrêmement important parce que pour vous. C'est important parce que c'est la seule, peut-être pour moi, indication des somnifères. Vraiment la seule indication des somnifères. Là, vous n'êtes pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a des interventions brèves avec qui sont faites. C'est une psychothérapie, c'est ce qu'on appelle l'intervention brève. Elle peut aider et soulager le patient. Bien sûr, il faut que le patient intègre cette thérapie. D'accord. Madame Jawan Khadija, vous êtes... Moi, j'ai peur des somnifères. Des somnifères. Vous le dites en tant que professionnel ou en tant que consommateur. En tant que consommateur, mais en tant que professionnel, c'est pas si facile. C'est-à-dire que le malade ne suit pas ce que dit le médecin puisque c'est un médicament de confort. Même si le médecin, moi les gens à qui j'ai eu affaire, même si le médecin dit que c'est pour courte durée, dès qu'il y a un problème, c'est tellement facile de prendre un somnifère. Et ça glisse facilement vers la dépendance. Et là, ce n'est pas le médecin, c'est le patient. Le patient qui a une solution facile. Donc, qui ne consulte plus d'ailleurs. Et ne consulte plus, et beaucoup qui en prennent sans même prescription médicale. Donc moi, c'est cette addiction. Ça, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique d'automédication, de vente de médicaments qui sont supposés être sur ordonnance. Mais c'est dans ces cas, dans des solutions pareilles, moi, ce que je propose, c'est soit des plantes à prendre le soir, par exemple, un truc tout simple, qui fait partie de notre culture, c'est l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger, elle est sédative, elle est relaxante, et quand on la prend le soir, ça aide à dormir. Des infusions comme le tilleul. Bon, mais selon peut-être la raison de cette insomnie. Là, c'est justement... Parce que quand on donne quelque chose pour dormir, c'est quelque chose pour dormir. Mais en parallèle, il y a une prise en charge de la cause et la cause de la cause. Et là, c'est la phrase d'Hippocrate. Ça veut dire quoi, justement? Oui. Si on dit, par exemple, la cause, c'est le stress, mais c'est quoi la cause de ce stress? Alors, on trouve et on va, on creuse, je creuse avec la personne jusqu'à trouver la réelle raison. Et cette raison, par exemple, pour le ronflement, le ronflement, c'est du catarrhe, et avec une correction alimentaire, la personne arrive à ne plus ronfler. Ça prend quelques semaines. Docteur Fouzia Kaderi, là on arrive un petit peu au débat des spécialistes. Pour Madame Jawan, voici les raisons principales du ronflement. Oui. Pour moi, il y a des raisons. Quand on enlève tous les aliments qu'on appelle dans notre spécialité mucoformateurs,
Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Comme les aliments à gluten, et là on ne parle plus de maladie cœliaque, non, Non. on n'est pas dans ce... toutes les céréales à gluten, plus le lait, les produits céréales à laitiers. gluten, à deux points, gluten, c'est-à-dire le blé sous toutes ses formes. Mais le blé, c'est bon pour la santé, Madame Jaouane? Oui, pas dans ce cas-là. Je n'ai jamais dit que le blé était mauvais. Mais dans le cas des ronflements, des sinusites, des problèmes, comme on dit à Qatar, on enlève ces produits-là, les produits laitiers aussi, le sucre sous toutes ses formes, et déjà, le corps commence à libérer. Donc on commence par là. Le ronflement, dans des cas, les cas que j'ai vus, c'est du 100%. D'accord. Les cas que j'ai vus, je ne parle pas des cas qui existent. Les cas que j'ai vus, c'est du 100%. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Alors, Kaderi? moi je dirais que le ronflement est un sujet quand même assez important parce qu'on sait que parmi ces 10% de ces ronfleurs, ils vont évoluer vers une maladie qui est grave, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc il faut effectivement les diagnostiquer et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. La seule fois peut-être où je pourrais peut-être vous donner raison, c'est que des fois, c'est la prise de poids qui a fait que la personne ronfle. Mais comment elle a Je pris dis bien, le poids? oui. Alors là, je suis d'accord avec vous. En faisant un régime alimentaire convenable et correct, effectivement, la personne peut retrouver un poids santé et peut arrêter de ronfler. Mais il y a tellement d'autres pathologies qui sont à l'origine du ronflement. Nous, ORL, c'est notre pain quotidien. Les déviations de cloison, les hypertrophies de cornée, les problèmes d'allergie, les hypertrophies d'amygdale, de voile de palais. Il y a tellement de causes. Mais moi, je me suis posé beaucoup de questions en préparant cette émission. On ne peut absolument pas uniquement se baser sur un poids uniquement. Mais si vous permettez, mesdames, moi je me suis posé énormément de questions en préparant cette émission. C'est que, par exemple, l'unité de sommeil de Fès est rattachée au service de pneumologie. Vous êtes médecin ORL. On dit que les cardiologues s'occupent aussi des problèmes d'insomnie. Donc on a l'impression un petit peu que ces maladies du sommeil tâtonnent encore vers les raisons ou les causes réelles. Non, ils tâtonnent pas. Ils tâtonnent pas parce qu'il s'est avéré que le rôle du sommeil est essentiel dans la santé d'une façon générale. Absolument. Donc, ils contrôlent le système cardiovasculaire. Et quand un cardiologue passe son holter et qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à maîtriser la tension artérielle malgré les médicaments et que cette personne fait dépousser la nuit de tension artérielle, il sait qu'il y a un trouble du sommeil. D'accord. Alors, si l'endocrinologue, par exemple, pour un problème d'obésité, d'hyperthyroïdie, d'acromégalie, d'énormément de pathologies, de diabète, de prise de poids, par exemple, se rend compte qu'il n'arrive pas à maîtriser, et bien derrière, il y a un trouble du sommeil. Pourquoi? Automatiquement? Ben oui. Parce que le sommeil ne répare pas. Alors, le sommeil, non seulement il répare, mais en plus, c'est pendant la phase de sommeil qu'il y a le maximum de sécrétion d'hormones. L'hormone de satiété, par exemple, qui nous dit « stop, on n'a plus faim ». L'hormone de satiété est sécrétée la nuit, pendant notre sommeil. Si elle n'est pas sécrétée, ben, la personne, elle continue à manger. Et, voilà. Madame Jaouane Khadija, justement, à partir de quel moment vous vous dites, tiens, ça c'est pas de mon ressort, j'oriente vers une autre spécialité? J'oriente et je travaille en parallèle. D'accord. C'est-à-dire pour tout ce qui est diagnostic, pour tout ce qui est médicaments, pour tout ce qui est gestion de la maladie, c'est le médecin. Et j'oriente vers les spécialités, par exemple, quelqu'un qui fait un diabète. On travaille sur le terrain, sur son alimentation, sur la gestion de son stress, sur les causes. Depuis quand vous avez eu ce problème? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qui a précédé le premier symptôme? Et en parallèle, il y a son insuline gérée par le médecin, les médicaments gérés par le médecin. Donc dès qu'il y a des problèmes de santé sérieux, c'est le médecin qui gère et je travaille en parallèle. Et le médecin diminue
graduellement les doses de médicaments. Les médicaments, ce n'est pas de mon ressort et à aucun moment je ne peux dire arrêtez le médicament, nous avons l'alternative. Non, restez avec votre médecin. Il y a des médecins sur Marrakech que je consulte. Parce que vous êtes installé à Marrakech. À Marrakech, régulièrement sur des dossiers communs, mais au fur et à mesure, le médecin diminue les doses de médicaments pour que la personne retrouve sa santé et non pas guérie de la maladie. C'est des termes très pointus. Donc en fait, les médecins, on va dire, les médecins classiques, acceptent une ouverture, une collaboration, une prise en charge holistique. Parce que vous êtes naturopathe, hypnothérapeute, phytoaromathérapeute, nutritionniste. Il y a une prise en charge plus large, plus globale? Oui, vous le constatez? De plus en plus. Et je parle de mon milieu de Marrakech. Il y a quelques personnes sur Casablanca. Il y a de plus en plus cette ouverture. Il y a même des médecins qui intègrent des formations parallèles à la médecine, comme la médecine énergétique, comme d'autres approches. Et c'est vrai qu'avoir cette ouverture d'esprit et cette ouverture de champ, c'est très très important pour le patient. Et bien sûr, et ça c'est tout à leur honneur, les médecins, il faut qu'ils aient confiance dans ce... Docteur Seddiqi, justement, est-ce que vous envisageriez, ou vous le faites déjà, de travailler avec des spécialistes en médecine alternative, comme Madame Jawan Khadija? Alors dans mon cas, non. Pourquoi? Parce que déjà, quand le patient vient chez nous, c'est un patient avec un diagnostic, avec une maladie qui est fixe, qui est là. C'est une dépression, c'est un trouble anxieux. Je crois qu'il n'aura pas besoin d'une prescription. Elle n'est pas d'accord. On arrive à gérer avec des prescriptions médicamenteuses et une psychothérapie cognitivo-comportementale. D'accord. Madame Jawan? Moi, je vois que dans tous les cas, une approche du terrain et une approche de l'hygiène de vie va s'imposer à devenir aussi nécessaire que l'approche médicale. Parce que quelle que soit la pathologie, la personne, elle a du relationnel, elle a à gérer son stress, elle mange, qu'est-ce qu'elle mange? Donc je ne peux pas couper une personne et dire elle va prendre les médicaments et quelle que soit son alimentation, elle ira mieux. C'est impossible. Docteur Seddiqi, oui, pardon. Par exemple, si on prend l'exemple d'un patient qui est schizophrène, c'est une maladie chronique et c'est une maladie, lors des rechutes, elle donne des insomnies qui sont assez graves, assez sévères. Et donc la famille ne peut pas gérer ça. Mais là, vous parlez de pathologie lourde. Nous, on parle vraiment d'un point de vue général. On parle c'est pour ça que j'ai dit primaire. Dans notre cas, en tant que psychiatre, parce que les patients qui arrivent chez nous, c'est des patients qui sont des maladies assez lourdes, qui sont passés par le généraliste, qui sont passés par le naturopathe, qui sont passés par d'autres spécialités et que le symptôme ou la maladie n'a pas pu être géré. Docteur Kaderi, on va parler brièvement des risques quand la personne ne se fait pas aider alors qu'elle dort mal. Vous avez beaucoup travaillé sur la relation entre qualité de sommeil et accident de la circulation. Alors, tout à fait, c'est un problème qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on s'est rendu compte lors d'un travail que 30% des accidents qu'on voit sur les autoroutes sont des accidents qui sont dus à une somnolence. Or, on parle de somnolence uniquement quand il y a soit un sommeil qui n'est pas suffisant, une durée non suffisante, ou bien un sommeil de mauvaise qualité. Là, malheureusement, on ne fait pas le diagnostic. C'est le cas de syndrome d'apnée du sommeil ou les mouvements périodiques de jambes. La personne ne s'en rend pas compte parce qu'elle te dit, moi, je fais mes 8 heures. Mais toute la journée, elle est fatiguée, elle a envie de dormir, elle somnole. Et sur une autoroute, surtout quand la route, il y a cette elle est longue, elle est droite, elle est droite, etc. Ouais. Ça ronronne et très rapidement, il nous arrive de nous endormir sur le volant. Alors, dans ce cadre, c'est dans cet esprit-là, justement, que la société, elle est en train de faire un travail sur le dépistage du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez les chauffeurs professionnels, parce que généralement, ce sont les plus atteints, c'est des personnes qui ont beaucoup de poids. Or, on sait que le poids, on l'a dit, va favoriser le ronflement, va favoriser l'apparition du syndrome d'apnée du sommeil, et c'est la première cause d'accident chez les chauffeurs professionnels. Donc, notre programme de dépistage a commencé en 2016. Nous sommes dessus. J'espère qu'on pourra le terminer en 2017 et puis après, je vous donnerai les résultats.
Avec plaisir. Madame Jawan Khadija, vos conseils pour les téléspectateurs? Mes conseils, c'est aussi la sieste. Alors, la sieste, c'est la sieste flash. Sur l'autoroute, justement, on peut prendre un moment qui ne dure pas plus de 5 minutes. La sieste flash, comme a dit Victor Hugo, c'est le temps que le crayon tombe de la main. Et quand on s'entraîne, et bien sûr, on ne peut pas s'entraîner tout seul, ça donne d'excellents résultats et ça fait récupérer plus que plusieurs heures de sommeil. Je reviens aussi sur les 8 heures du sommeil. Les 8 heures, pour moi, c'est pas ça. C'est même pas un multiple d'une heure et demie. Dormir des multiples de cycles, se réveiller en fin de cycle, on se réveille en super forme. Quand on se réveille avec un réveil qui compte 8 heures, on est en plein cycle et on se réveille perturbé. C'est tout simple. C'est-à-dire, par exemple, un multiple de 3 ou d'1,5. C'est-à-dire, un cycle, il fait 1 heure et demie. Si je dors 4 heures et demie ou 6 heures ou 7 heures et demie et non pas 8 heures. Donc le 8 heures, on se réveille en plein milieu du cycle. Manger légèrement, bien sûr. Et la plante miracle du sommeil? La plante miracle qui fait partie de notre patrimoine, c'est la fleur d'oranger et c'est la verveine. La verveine. Bien sûr, il y a la camomille, il y a le tilleul, mais ce sont les plantes que l'on trouve le plus avec un dîner très léger. Et quand on dit très léger, c'est consistant. Consistant, ça ne doit pas être une soupe légère parce que tout ce qui est léger en consistance est très indigeste. Il y a beaucoup de liquide. Madame Jawan Khadija, on va dire que c'est votre mot de la fin. Oui. Docteur Siddiqui Soundouz, le mot de la fin? Alors, dormir et se réveiller à des heures fixes. Ne pas faire du sport le soir parce que ça augmente la température du corps et ça diminue la phase d'endormissement. Ça prolonge la phase d'endormissement. Et éviter télé, ordinateur, tablette et téléphone le soir. Et bien préparer, bien sûr, son sommeil. C'est bien préparer l'environnement. Le terrain, bien sûr, pour mieux dormir. Docteur Qaderi. Alors moi, je dirais que le sommeil doit être considéré comme un très grand ami de soi. Et c'est lui qui va nous aider à rester en bonne santé. Le sommeil, on doit le comprendre. Notre sommeil particulièrement, chacun a ses heures pour dormir, chacun a ses heures pour se réveiller, chacun a sa durée de sommeil, c'est pas forcément 8 heures, il y a des gens qui se suffisent de 5 heures, on les appelle les courts dormeurs, il y en a qui ont besoin de 10 heures, on les appelle les longs dormeurs, il y en a qui sont vespéraux, ils dorment tard pour se réveiller tard, d'autres qui sont matinaux, ils dorment tôt pour se réveiller tôt, donc soyons amis avec notre sommeil. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. À très bientôt sur notre plateau. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette première émission. Merci beaucoup à eux et merci à vous. Très bonne suite des programmes sur Médien TV.